Pierre de Coubertin, lors des Jeux Olympiques de 1912 à Stockholm. Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. L'Olympiade femelle. L'Olympiade femelle. L'Olympiade femelle. Bonjour et bienvenue dans l'Olympiade femelle. Aujourd'hui, on va parler de règles. Non, pas de règles de sport, de menstruation. Qui, parmi les auditeuristes menstruées qui écoutent, n'a jamais vu un de ses entraînements ou une de ses compétitions être altéré à cause de ces règles? À mon avis, très peu de personnes, voire aucune. Parce que les règles, c'est tabou partout et depuis la nuit des temps. Dans l'émission Grand bien vous fasse sur France Inter, on apprend qu'en Anjou, les règles étaient considérées comme un liquide tellement maléfique qu'on invitait les paysannes à répandre leur sang menstruel dans les champs pour tuer les limaces. Charlie, autrice de la chaîne YouTube Les Revues du Monde, explique dans sa vidéo Les règles dans l'histoire que les menstruations ont toujours été considérées comme impures dans le monde occidental, et ce, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ. La youtubeuse historienne définit ce rejet des règles par l'oppression du système patriarcal. Puisque chez les Mossos, une tribu matriarcale qui se situe dans le sud-ouest de la Chine, les règles sont valorisées. Elles sont même utilisées dans la vie quotidienne comme un engrais pour les plantes. Cette dévalorisation des personnes menstruées est donc présente partout dans le monde. Combini a dressé, à travers une vidéo, un listing non exhaustif des façons dont les règles sont perçues dans différents pays. On découvre ainsi qu'en Bolivie, les jeunes personnes menstruées ne peuvent pas jeter leurs serviettes dans les poubelles publiques. Et qu'en Inde, la croyance veut qu'une personne en période de menstruation puisse contaminer la nourriture. Pourtant, les idées reçues sur les règles évoluent progressivement, et ce, grâce à de nombreuses femmes qui se soulèvent. C'est le cas par exemple de la brigade Bhumata, un collectif féministe créé en Inde qui se bat pour permettre aux femmes de rentrer dans les temples. L'accès à certains temples est effectivement interdit aux femmes parce qu'elles pourraient potentiellement avoir leurs règles au moment d'y entrer. Côté sport, il y a à mes yeux deux grandes figures marquantes qui ont largement envoyé bouler les tabous liés aux règles. La première, désolée si ma prononciation est bidon, c'est Fu Yuanhui, une jeune nageuse chinoise qui a terminé 4e au final du 4x100 mètres 4 nage féminin lors des JO de 2016. Fu Yuanhui a justifié ce qu'elle considère comme faible performance par l'arrivée de ses règles la nuit précédant la course. Une manière de mettre en lumière la problématique des règles auxquelles sont confrontés les sportifs chaque mois, mais aussi de populariser l'utilisation des tampons encore méconnus dans de très nombreuses régions de Chine. La seconde grande figure marquante à mes yeux, c'est la jeune artiste Kiran Gandhi. Désolée encore une fois si je prononce mal son prénom. Elle est plus connue sous le nom de Madame Gandhi. Elle a notamment été batteuse pour la chanteuse Mia et a décidé en 2015 de participer à un marathon sans porter de tampon, ni cup menstruel, ni aucune protection périodique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la nuit précédant le marathon, la jeune femme a réalisé qu'elle avait ses règles. Ne souhaitant pas perturber sa course en se changeant régulièrement, elle a décidé de laisser son flux se libérer naturellement sur ses vêtements. Un acte revendiqué comme féministe par la jeune femme, qui souhaitait alors briser les tabous liés aux menstruations. Kiran Gandhi avait également comme objectif, par ce geste, de mettre en avant les inégalités auxquelles les personnes menstruées sont confrontées du fait de leurs règles. Les personnes menstruées doivent en effet supporter une charge financière importante, budget alloué aux protections, budget alloué aux médicaments, mais aussi une charge mentale importante, la douleur à gérer, le changement de protection régulière, la peur de se tacher permanente, la peur du regard des autres en période de règles, les changements hormonaux, etc. Grâce à ces femmes, et bien d'autres encore, comme la yogi Steph Gongora, qui publie des photos d'elle en posture de yoga avec des taches de sang sur son legging blanc, on peut désormais entendre des jeunes filles dire « Il y en a une par exemple qui a abordé le sujet, et les autres ne l'ont pas repoussée. Elle a dit « Je peux pas aller à la piscine, sinon ça va être la mer rouge. » Elle venait d'avoir ses règles, et c'était dans la piscine. Elle en a rigolé, et tout le monde en a rigolé. Sauf les garçons. Ils étaient très mal à l'aise. Et la fille, en revanche, qui a eu ses règles, elle en a parlé devant tout le monde, elle l'a dit devant tout le monde. Oui, ça la gênait pas, elle est pas du tout pudique, elle est très gentille. Tout le monde avait un peu pitié d'elle parce qu'elle a dû louper le cours de piscine et elle nage vraiment très bien. La jeune fille que vous venez d'entendre, c'est Justine. Elle a 11 ans et elle prête sa voix et son histoire dans le micro de Charlotte Pudlowski dans le podcast Entre. J'accueille aujourd'hui la journaliste et écrivaine Élise Thiebaud, autrice du livre paru en 2017 « Ceci est mon sang », petite histoire de règles, de celles qui les ont, de ceux qui les font.
pour discuter gestion, visibilisation et tabou des règles dans le sport. L'entretien avec quelqu'un. Que dis-je? Quelqu'un. Point. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler de votre parcours et des raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressé particulièrement aux règles? Je suis née en 1962, ça veut dire que j'ai eu mes règles pendant 40 ans, entre 1975 et 2015 à peu près, entre la fin de la guerre du Vietnam et l'attentat de Charlie Hebdo. La dernière fois que j'ai eu mes règles, c'était à ce moment-là. Ce qui m'a amenée à travailler sur le sujet des règles, en fait, j'étais en train de réfléchir à toute autre chose. Ce qui me préoccupait depuis que j'étais adolescente, c'était comment le patriarcat s'est-il imposé comme système quasi universel, plutôt récent. Ce que nous disent les anthropologues, c'est que ça remonte à environ 3000, 4000, maximum 5000 avant Jésus-Christ. C'est pas très vieux à l'échelle de l'histoire humaine. Ce qui est la bonne nouvelle. Si c'est pas si vieux, c'est qu'il y a d'autres, c'est qu'on peut peut-être en sortir ou changer ce système. Mais c'était là-dessus que je m'interrogeais. Et je me rendais compte quand j'écrivais, quand je faisais mes recherches, quand je lisais des livres autour de cette question-là, c'est que je revenais toujours sur l'expérience des règles. Alors non seulement des règles, mais de tout ce qui touchait dans mon parcours, dans mon histoire que je raconte aussi dans Ceci est mon sang, à la question de la reproduction, de la gynécologie, et comment j'avais ressenti avec vraiment un grand sentiment intérieur de révolte la façon dont j'avais été traitée dans toutes ces étapes de ma vie. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Et à un moment donné, de manière un peu vraiment hasardeuse, parce que j'ai rencontré une éditrice, elle me dit « Est-ce que vous auriez un projet ?» De façon complètement intuitive, d'un seul coup, je lui dis « En fait, j'ai bien une idée, mais... » Et je lui déroule le projet du livre de Ceci est mon sang. Voilà, il y a une espèce de synthèse qui s'est faite à ce moment-là, un peu magique. J'aime bien dire que j'ai écrit ce livre dans une sorte de transe, parce que j'ai eu conscience quand je l'ai fait que je m'attaquais à un tabou que je ressentais intérieurement moi-même. J'ai vécu, et dans ma génération en plus, dans un malaise, et d'autant plus grand que de surcroît j'étais porteuse d'endométriose, donc pour moi les règles n'étaient pas un sujet véritablement agréable. Donc j'étais habitée moi-même par ce tabou, par cet interdit, et le sentiment que j'étais en train de transgresser quelque chose en écrivant. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Toujours pour parler de votre expérience personnelle, j'imagine que vous avez fait du sport dans votre vie. Et est-ce que ça a été un problème pour vous, les règles, par rapport à votre pratique du sport? Est-ce que vous vous êtes sentie contrainte à certains moments à cause de vos règles? J'ai jamais été une très grande sportive, pour être honnête. Je faisais volontiers de l'athlétisme, je faisais du basket, mais j'étais trop petite, donc on me prenait jamais dans l'équipe. J'étais plutôt intéressée par les arts martiaux, ce que j'ai fait beaucoup plus tard, et j'allais nager. Et effectivement, les règles ont toujours gêné ma pratique sportive, mon rapport au corps en général et ma pratique sportive en particulier. Ce qui m'a intéressée en écrivant, c'était de me rendre compte que c'est très drôle. J'ai fait du sport plus tard. Je faisais de la marche, de la course, du fitness basique, et du tai chi et du yoga. Et là, j'ai accédé à une forme de conscience de mon corps différente. Et c'est là que j'ai compris que l'utérus était un muscle. Et à partir du moment où on comprend que l'utérus est un muscle, si on est sportive, eh bien, on a un puissant outil pour considérer le moment des règles différemment. Alors, il faut s'imaginer ça. L'utérus, il peut passer de la taille d'une figue à celle d'une pastèque en quelques mois. Donc c'est pour dire, il n'y a pas un seul organe aussi puissant que l'utérus dans l'espèce humaine. On ne peut pas comparer ça, par exemple, aux capacités érectiles du pénis. Vraiment, il n'y a pas d'autre organe qui soit capable de faire ce que fait l'utérus. L'utérus, il est un muscle qui vit et se contracte tout le temps pour des raisons différentes.
C'est-à-dire qu'il va se contracter d'une certaine manière pour faire descendre l'ovocyte depuis les trompes et l'attirer au sein de l'endomètre. Il va se contracter d'une autre manière au moment du coït pour faire monter les spermatozoïdes en s'ouvrant de telle sorte qu'il va laisser le passage et il va avoir une contraction d'aspiration qui n'est pas exactement la même. Il va avoir évidemment d'autres contractions pour évacuer la muqueuse endométriale au moment des règles. Quand on commence à penser vraiment à la place de cet organe dans notre corps, les choses changent beaucoup. Si on pense que c'est un muscle, quand je fais du yoga par exemple, j'ai atteint une souplesse qui était inconcevable avant que je pratique ça. Et je me suis dit, ah mais alors ça veut dire que si j'entre en conscience dans mon corps, je pratique un certain nombre d'exercices, je peux avoir, contrairement à ce qu'on imagine, une forme de contrôle sur l'utérus. Je peux atteindre un niveau de relaxation qui va faire que son fonctionnement normal ne sera pas perturbé, n'ira pas à contre-courant des choses, voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre à essayer d'expulser de l'endomètre au lieu d'aspirer, enfin voilà. Et ben ça, c'est quelque chose que aussi on peut découvrir ou dont on peut se saisir quand on fait du sport, parce qu'on le fait avec nos autres organes. On pousse nos limites dans la résistance, dans la puissance, l'effort, et on voit bien ce que ça produit, ce que ça nous envoie comme endorphine. Et bien se dire que c'est aussi possible avec l'utérus, c'est une chose qui peut vraiment changer les choses. Juste du coup pour savoir, ça vous a permis d'avoir beaucoup moins de douleur vers la fin de vos règles ? J'ai eu une périménopause longue et difficile, puisqu'on m'a diagnostiqué mon endométriose, j'avais 43 ans, j'avais déjà une fille de 10 ans, j'avais mes règles depuis 30 ans, et on ne m'avait jamais dit que j'avais de l'endométriose. J'avais pris l'habitude de souffrir, de penser que c'était normal, et de faire comme si ça n'existait pas. Tout cela étant toxique par définition. C'est-à-dire que je me suis littéralement intoxiquée en prenant du paracétamol à très haute dose, avec de la cothéine à très haute dose, à un point où véritablement j'étais à deux doigts, je le dis dans Ceci est mon sang, et c'est pas une formule de style de faire une hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire que mon foie ne fonctionnait plus parce que de manière permanente, je prenais des antidouleurs en fait. Quand sont arrivés les cycles très particuliers dont personne ne vous parle, qui précèdent la ménopause. Ces cycles-là sont très différents, ils sont anarchiques, plus abondants, puis en même temps des bouffées de chaleur, puis tout à coup ça s'arrête. Et tout ça sans que personne ne vous ait jamais prévenu, puisqu'on vous dit grosso modo, les règles, vous devez les avoir tous les 28 jours, ça dure 3 jours. Bon, si vous avez mal, c'est normal, prenez un peu de paracétamol. Vous avez des mycoses tout le temps, oui, enfin bon, c'est dans votre tête, c'est parce que vous avez des problèmes avec votre copain, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de votre sexualité, c'est parce... On entend un nombre de bêtises quand même très important, hélas, trop souvent encore dans les cabinets de gynécologie, mais aussi sur Internet, mais beaucoup dans les magazines où on normatise cette expérience des règles qui est, comme toute expérience humaine, extrêmement singulière. C'est beaucoup lié à cette vision du corps-machine. Un corps qui doit fonctionner comme une machine de manière prédictible et reproductible, sur quoi vous n'avez aucun pouvoir, voire aucune légitimité à agir. Les femmes ont été élevées au fil des siècles à penser que leur corps ne leur appartenait pas, il appartenait à la famille, au chef de famille, à la médecine, et c'est pourtant là aussi une expérience relativement récente. Il y a une vraie longue expérience de femmes avec un savoir qui a été tout de suite relégué, renvoyé dans le domaine obscur de la superstition, des remèdes de bonnes femmes, et c'est dit toujours dans un mauvais sens. Et ça, le travail sur les règles, sur le corps, permet de repenser ou de se réapproprier ça, et ça fait partie d'un mouvement important aujourd'hui. Voilà, on m'a diagnostiqué
l'endométriose. Donc je me dis, ah bon, alors je suis malade. Donc il faut que je fasse quelque chose. On m'a dit en même temps, oui, mais enfin, il n'y a pas de remède. Ah bon, d'accord, donc je ne vais pas faire quelque chose. On m'a quand même opéré. On m'a quand même mis sous ménopause artificielle. J'ai quand même failli avoir une forme de crise cardiaque. Enfin, en tout cas, j'ai eu des problèmes d'arythmie presque tout de suite. Puis, j'ai eu, à partir de ce moment-là, des poussées d'hypertension que je n'avais jamais eues dans ma vie et que je n'ai plus depuis, mais qui ont duré 2 ans, où je me retrouvais avec 14, 15, 16 de tension, en me disant « Oh là là, mais il faut arrêter de manger du sel, ma petite dame !» Et puis « Oh là là, il va falloir prendre des hypotenseurs, des trucs, des machins, parce que alors sinon, avec le rythme de vie que vous avez, à l'époque, je travaillais beaucoup. Bon, alors peut-être vous avez des problèmes dans votre boulot. » Et en vrai, je sais que cette hypertension, elle a commencé quand j'ai pris ce médicament-là. Enfin, quand j'ai fait ces injections, j'en ai fait 2. Et j'ai senti que ça n'allait pas du tout. En plus, voilà, j'avais vécu pendant 30 ans avec cette endométriose. Je me suis dit que j'allais continuer à vivre encore 10 ans, puisqu'on m'avait quand même averti qu'à la ménopause, ce serait fini. Donc j'ai dit, bon, j'arrête ça. Non, cette ménopause artificielle, non. Je me suis dit, bon, je vais m'occuper de mon utérus, je vais m'occuper de moi, je vais m'occuper de mon ovaire restant, on en avait enlevé un, donc il fallait chouchouter un peu l'autre, il fallait faire un peu plus attention à soi. Et là, j'ai vraiment commencé à faire du qigong, du tai chi, à avoir un médecin acupuncteur. J'ai changé totalement mon rapport à mon corps grâce à tout ça. Et je me suis rendu compte, premièrement, que mes cycles ont cessé d'être douloureux. J'ai été bien mieux dans mon corps que jamais auparavant, jusqu'au moment où je suis arrivée à la ménopause et où là, ça a été une surprise, et je dirais même quelque chose d'assez émouvant, quand la douleur a cessé. Et je me suis rendu compte que pendant 40 ans, j'avais vécu avec une douleur permanente de bas grade au niveau du bas-ventre. Les règles, donc c'est tabou dans la société, mais ça l'est aussi beaucoup dans le sport. Il y a des très grandes sportives ou des très grands sportifs qui sont menstrués, qui n'ont pas la possibilité de parler de leur menstruation à leur coach ou à leur coéquipiers, qui sont obligés d'aller en training et d'aller en compétition, et donc qui prennent la pilule de manière continue. Comment vous expliquez ce tabou aussi important dans le sport ? Il n'y a aucune raison qu'un tabou si important dans toute la société ne soit pas aussi présent dans le sport, d'autant que ça renvoie au fait que les femmes ont été interdites d'activités sportives pendant très longtemps. Ça a été gouverné par les hommes, pour les hommes, le sport. Ça n'était pas quelque chose de correct. On se rappelle tous de la fameuse phrase de Pierre de Coubertin à propos des Olympiades femelles qui seraient incorrectes et inintéressantes. C'est inintéressante qui est le pire, d'une certaine manière. Parce que, on le voit bien, alors qu'il y a des équipes de football féminin absolument fabuleuses, ce sport qui réunit des foules devant les télévisions et dans les stades, quand il s'agit de femmes, n'en réunit plus. On considère que ça n'a pas autant d'intérêt. Le tabou des règles, c'est un double effet qui se coule dans le sport. Il nous renvoie encore plus au fait que le sport, comme beaucoup d'autres choses, est fait sur le modèle du masculin. Comme une étude récente est sortie qui montre que, par exemple, la plupart des voitures sont faites à partir d'un homme de 40 ans. Donc, ce qui explique que pour beaucoup de femmes, la ceinture de sécurité vous coupe la nuque au lieu de vous sauver la vie, ce qui est quand même un peu embêtant. Tous les standards sont faits sur la base d'un homme de 40 ans. Et pour le sport, c'est la même chose. C'est une activité d'homme. Et ça remonte très très loin. Les femmes étaient interdites de participer aux premières Olympiades sous peine de mort. Il y avait bien des activités sportives pour les femmes visant à renforcer leur corps pour qu'elles fassent de bons soldats.
ce qui est se servir de leur corps comme réceptacle à finalité, non pas de leur plaisir, de leur épanouissement, de leur renforcement, mais pour en faire des bons guerriers. Donc depuis toujours, le rapport, le sport est de toute façon problématique pour les femmes. Elles ont dû se battre pour s'imposer. Et aujourd'hui, l'organisation, la structuration des mouvements sportifs est masculine. Donc évidemment, on ne tient pas compte du fait que les femmes ont leurs règles. Et c'est dans nos esprits, c'est-à-dire le référentiel de base, et on pense tous avec des référentiels de base, eh bien il est masculin. De la même manière, et ça c'est hérité de Simone de Beauvoir, elle a fait beaucoup, mais pour elle, l'égalité, elle était dans la neutralité, soi-disant, c'est-à-dire dans le déni ou le refus des spécificités biologiques. Les pages du deuxième sexe sont pleines de descriptifs de haine de soi, qui font peine, vraiment, hein, de haine de son propre corps, de haine de soi, la façon dont elle décrit les règles est à pleurer, la façon dont elle décrit le sexe féminin est désespérant, ce qui fait qu'on vit nos corps dans l'idée que ce sont des corps masculins, hein, voilà. Si on veut être les égales, il ne faut pas faire la moindre référence au fait que nos corps ne fonctionnent pas de la même manière. C'est un moyen d'opprimer les femmes d'une efficacité dingue, et ça se retrouve évidemment quand on en arrive à la question du sport. Moi, ça ne me surprend pas que la question des règles ne soit pas prise en compte. Je crois que c'est dans les années 70, il y a eu un coach, je pense que c'était en natation, qui avait cru comprendre ou observer que les femmes, en début de grossesse, avaient de meilleures performances. Il les faisait tomber enceintes, puis avorter, tomber enceinte avant une épreuve sportive pour qu'elle soit dans les 3 premiers mois, et ensuite avorter. Ils ont su se saisir des spécificités biologiques du corps féminin, pour le manipuler, l'hormoner, sans considération pour les conséquences que ça pourrait avoir sur la santé, ou simplement sans véritablement recueillir le consentement des personnes qui n'étaient pas vraiment informées. Alors on a aussi le cas des très jeunes filles dont les règles ne viennent pas, parce que quand on le sait, c'est une des spécificités du corps féminin. Quand on a une activité sportive trop intense, enfin très intense, moi je suis pas là pour en juger, quand on a une activité très intense et qu'on mange peu, par exemple pour conserver une minceur extrême dans le cas de la gymnastique artistique par exemple, on voit bien ces jeunes filles de 14 ans qui ont des corps absolument pas développés hormonalement, eh bien c'est beaucoup lié au fait qu'elles ont une activité intense. Les règles s'arrêtent. Comme elles s'arrêtent quand on est anorexique, comme elles s'arrêtent quand on ne mange pas à sa faim, pendant les grandes aménorrhées de famine. Si tu manges pas assez, t'as pas tes règles. Il suffit de manger un peu plus pour que les règles arrivent, les premières ou les suivantes. Les jeunes filles qui font un sport de haut niveau, un sport très intense, ont leurs règles plus tard. Mais c'est très simple, c'est parce que leur corps dit non, moi je me reproduis pas dans ces conditions, non merci. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, mais en tout cas, le corps, il a compris. De la même manière qu'un corps enfermé tend à cesser d'ovuler. C'est pas grave de ne pas avoir ses règles, en soi. Il n'y a pas de normalité. Il est arrivé, à ma connaissance, plusieurs fois qu'on administre aux jeunes filles, aux jeunes sportifs de haut niveau, des traitements hormonaux pour faire venir leurs règles, qui sont en fait des règles artificielles, simplement pour les rassurer sur leur pseudo-normalité. Alors qu'une meilleure connaissance du corps féminin et peut-être un dialogue aussi autour de cette question de l'alimentation aurait pu aider. Excusez-moi, et la danse, Madame Bertrand? Peut-on danser quand on a ses règles? Oui, vous le pouvez, avec modération. En revanche, il est déconseillé de patiner, monter à cheval ou pratiquer des danses tournantes comme la valse. Il faut être raisonnable et éviter tout exercice trop physique. Les temps ont changé. Avec Maman, vous pouvez bouger autant que vous voulez. Son cœur Secure Fit unique reste en place et vous protège parfaitement. Maman, osez tout.
Dis-moi mec, t'as pas un tampon s'il te plaît? Ah, t'as tes règles toi? Ouais, j'aime mes règles, ouais. Cool. Et t'es sûr combien? Moi je suis plutôt sur 3 jours en général. Ah, je t'éclate, 4 jours. 4 jours? Alors, 3 jours moi, mais je saigne mais comme un bœuf. Ah, alors je crois que c'est toi qui m'éclate. Ce qui est génial, c'est que des fois ça arrive au moment où ça arrange le moins. Première situation. Oui, vas-y Jean-Mi, je vais chercher mes skis, je vous rejoins sur la piste des marmottes. Oh non, fais chier. Oh, j'ai peut-être un tampon sur moi. Oh non, j'ai rien. Fais chier, putain, cette combi de merde là. Bon, je retourne à la chambre, j'ai un petit problème. Il faut vraiment que je perde du travail aujourd'hui. J'ai mes règles en fait, ça me fait super mal. Ouais, ok. Bah, j'irai dire à la RH que vous êtes malade. Non, je suis pas malade, j'ai mes règles. Oui, ce que je viens de dire, oui. Non, j'ai mes règles. Oui. C'est pas une maladie, Narvalo, c'est des règles. Tu vois ça? C'est ma chatte. Vagin, règle. Sang qui coule de ma teuche. Tu vois un mixeur? C'est pareil. Mais avec ma chatte, chaque putain de mois. Compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Là 1, 2, 3, 4. Règle. 1, 2, 3, 4. Règle. 1, ok, ouais. Ça tous les mois de ta putain de vie, de ta race. Tu comprends? Est-ce une maladie? Non! Empieza el matriarcado. Là, on a parlé des tabous, mais c'est vrai que j'ai pas évoqué la douleur des règles qui n'est pas prise en compte non plus pendant le sport. Comment vous l'expliquez et est-ce que pour vous ça accroît les inégalités? Pourquoi c'est pas pris en compte les douleurs? Parce que c'est pas pris en compte en général. Et que, encore une fois, on est dans ce modèle où il faut être performante. Donc, en fait, on fait semblant de pas avoir mal. Hein. On fait semblant que le corps fonctionne exactement comme d'habitude alors qu'il se passe quelque chose de différent. Et des études montrent aussi que plus, par contre, on est mal à l'aise avec ses règles et plus on a des règles douloureuses, toutes choses égales par ailleurs. Au contraire, plus on a une activité sportive intense, plus on sait que le corps va être en meilleure santé. Alors, si elle est trop intense, c'est un problème. C'est-à-dire toute activité trop intense va avoir des effets secondaires sur le corps qui ne sont pas forcément souhaitables. Mais une activité sportive régulière et modérée amène une meilleure santé. Ce qui est vraiment problématique, c'est les protections périodiques, qui sont toutes inadaptées à la pratique du sport. Les tampons, ça frotte, les serviettes, ça sort du short, les coupes sont peut-être un peu plus adaptées, mais elles sont pas forcément très confortables dans le cadre du sport un peu intense. Il n'y a qu'une chose qui est génialissime quand on fait du sport, et je m'étonne véritablement que les grandes marques de prêt-à-porter ou les grandes marques de sous-vêtements ne se soient pas lancées là-dedans. C'est les culottes menstruelles. Quand on fait du sport, c'est génialissime. Et ça réglerait le problème de tant d'adolescentes qui ont peur que la ficelle du tampon sorte, qu'elle se fasse une tache, et nanani. Elles mettraient un shorty sportif, qu'elles aient ou pas leurs règles, comme ça arrive, ça n'arrive pas. Voilà, ça devrait être le basique. Les vêtements sportifs devraient être menstruello-compatibles. Par exemple, il existe des coupes menstruelles sans tige, et qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus efficaces et beaucoup moins gênantes quand on fait du sport. Donc il y a des solutions qui devraient permettre de vivre ces règles et de faire du sport beaucoup mieux. Je demandais ça parce que dans un des épisodes de l'Olympiade femelle, il y a une judokate qui nous a dit que elle était à l'INSEP et que clairement quand quelqu'un était malade, c'était pas vraiment pris en compte, mais que, quand quelqu'un avait ses règles et se sentait pas bien, mais genre, fallait même pas en parler quoi. Et moi, je fais du roller derby, donc c'est un sport qui est féministe. Et pourtant, là cette année, maintenant je fais plus attention. Si j'ai vraiment trop mal, je vais pas faire de sport. Mais pendant super longtemps, je continuais à aller au derby. Même si j'avais super mal, même si j'étais pliée en deux, parce que je me disais que j'avais pas le droit de louper pour cette raison-là. Je me disais, mais t'as tes règles, c'est pas une maladie. Ouais, c'est pas une excuse légitime. Mais j'entends ça souvent dans les rencontres que je fais, où on me dit oui, mais c'est les femmes elles-mêmes qui font les chochottes, qui demandent, alors que bon, on peut très bien y arriver, mais c'est vrai, j'ai pas loupé un jour de boulot dans ma vie, alors que j'avais des règles très douloureuses et que j'avais de l'endométriose. Comme j'avais mal tout le temps, à la fin, je pense que j'aurais dû arrêter de travailler. Mais bref, il y a cette idée que c'est de la chochotterie. Il est temps d'être plus amical avec nos corps. Si on se sent pas bien, on a parfaitement le droit, et quelle qu'en soit la raison,
de ne pas pratiquer un sport, de rester allongé chez soi avec une bouillotte et de bouquiner ou de chanter des chansons, de faire n'importe quoi. Il y a cette espèce de pression comme ça où on n'aurait pas droit à une quelconque faiblesse. Alors c'est vrai que faire un effort, se dépasser, ne pas se laisser dominer par sa douleur, ça peut être quelque chose. Moi, j'en ai tiré beaucoup pour moi-même quand je réussissais à me dire bon, je m'arrête pas à ça, je vais au-delà et j'y arrive. Bon, ça fait une bonne giclée d'endorphine à la fin, on est content de soi, on est contente de soi. Mais aussi de savoir s'autoriser et se dire tu sais quoi, là non. Non, là, c'est moi, je vais être sympa avec mon utérus, je vais être sympa avec mon petit cœur qui bat, et je vais juste me détendre. Pour ça, c'est plus facile quand on n'est pas confronté au stigmate. Or, les règles, ça n'est rien que du stigmate. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, puisqu'on nous demande toujours si on a nos règles en mauvaise part, t'aurais pas des ragnagnas, t'es de mauvais poil, on le dit jamais en bonne part. Donc, c'est par définition quelque chose qui nous met en mauvaise posture. Donc, il y a d'une part à dénoncer ça, et après, les stratégies personnelles que chacune et chacun va mettre en œuvre, elles nous appartiennent et on doit s'autoriser, enfin, à mon avis, c'est bien de s'autoriser à explorer la palette complète qui nous va bien, en disant ou ne disant pas qu'on a ses règles. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. Si on n'a pas envie d'en parler, ça regarde absolument personne. Si on a envie de dire, parce que ça nous paraît être une bonne manière de faire, j'ai mes règles et donc je me sens pas très bien aujourd'hui, donc je vais faire autre chose. Et ça devrait être accepté pour tel. On a encore du chemin pour y arriver. Les marques de protection périodique souvent mettent en valeur les personnes menstruées qui font du sport. Elles montrent que le sport, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à pratiquer quand on a ses règles, mais que grâce à ces produits miracles, la vie est belle et on peut bouger dans tous les sens. Pourquoi les marques, elles aiment particulièrement utiliser le sport comme instrument pour vendre leurs produits périodiques ? Parce que le but des marques est de vendre. Je ne pense pas que ce soit des acteurs sociaux fiables. Certainement pas les grandes marques de produits conventionnels qui refusent encore aujourd'hui de dire quelle est la composition de leurs produits, de s'engager à faire en sorte qu'on n'y trouve plus de résidus toxiques, qui font des études ad hoc pour prétendre qu'il y a une totale innocuité de leurs produits, ce qui reste à prouver. Il y a un prix excessif, il y a des produits qui contiennent des résidus qui ne devraient pas se trouver au contact des muqueuses. Donc les stratégies des marques pour nous faire croire qu'elles contribuent à l'émancipation des femmes, sincèrement, si c'est du girl washing, c'est tout, ça n'est que ça. Si il avait fallu attendre, et je ne les citerai pas, ces grandes marques, on en serait encore là où on en est. C'est parce que des femmes, des personnes se sont saisies de ces questions-là sur les réseaux sociaux, dans des cercles militants, dans des lieux de réflexion, qu'on a commencé à changer notre regard et notre vision des choses dans une perspective humaniste, féministe, sociale. Donc moi je me refuse totalement à m'appuyer sur les marques qui, je trouve en plus, pour autant que je sache, ne font pas grand-chose dans le domaine du sport, en vérité. Tu veux un bon plan ? Oh oui ! Pour cette fin d'émission, j'ai demandé à Lisa, du podcast La Menstruelle, de nous faire une petite reco. Je voudrais vous recommander les culottes de règles. Alors au début, j'étais là, non, pas possible, j'ai toujours eu horreur des serviettes, je porte que des tampons depuis que je suis réglée, donc l'idée de me sentir mouillée, de sentir mon sang s'écouler de ma vulve, ça me disait franchement rien. Et puis un jour, j'ai cédé aux quelques millions de pubs ciblées sur les réseaux sociaux, j'ai acheté mon premier modèle, et là, révélation. D'une, ça ne fait pas couche du tout. Ok, c'est un peu plus épais qu'une culotte classique ou qu'un string, mais c'est pas gênant. De deux, c'est pas mouillé, et là franchement, c'est un tour de force. Je sais pas du tout comment ils font, mais ça change tout. De trois, enfin, une option pour les débuts et les fins de cycle, quand les tampons ou la cup, c'est pas franchement nécessaire, mais qu'il faut quand même mettre un truc. Résultat, j'ai un petit peu craqué le PEL, j'en suis à 6 culottes, et j'en ai 2 autres qui sont en cours d'arrivage. L'idée, c'est vraiment de pouvoir changer pour en porter nuit et jour, sans avoir à les laver à la main tous les
soirées tous les matins et de porter la cup que pour les jours de très gros flux. Et pour une reco un peu plus précise, il existe de plus en plus de marques, mais moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Fempo. C'est une marque française fabriquée en France, donc pas besoin de foutre en l'air son bilan carbone en faisant venir un produit de l'autre bout de la planète. Les matériaux sont safe, la communication n'est pas trop genrée parce que même si moi je suis une femme cis, ça me saoule en fait les produits pas inclusifs pour les hommes qui ont leurs règles. Et enfin, les Fempo, c'est super confortable. Voilà, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez suivre les actus de l'Olympiade Femelle sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à lâcher des commentaires cool, des avis et des 5 étoiles partout où c'est possible. L'Olympiade Femelle est dispo sur Ocha, Apple Podcast, Spotify et sur toutes les applis de podcast. Et surtout, un grand merci au label Podcut. Bisous!